Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle série. Je me suis aperçu, en regardant mes vidéos, que beaucoup d'entre elles parlaient de personnages historiques masculins. Alors c'est pas du tout par sexisme, c'est juste que, dans l'histoire, certaines périodes, certaines cultures étaient moins propices à l'expression du potentiel féminin. C'est pour cela que j'ai décidé de lancer cette série. Alors, certes, on connaît tous Néfertiti, Eva Peron, Simone Veil, Marie Curie, mais il existe d'autres femmes qui ont laissé une empreinte sur l'histoire, sur la science, mais cette empreinte a été un petit peu effacée au fil du temps, et j'aimerais bien leur rendre justice tout simplement. Cette série n'a aucune visée militante, je ne m'intéresse ni au sexe, ni à la culture, ni à la couleur, ni à la religion des personnes dont je parle. Il y a juste des histoires qui m'intéressent, d'autres qui ne m'intéressent pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais, pour essayer de rétablir un peu l'égalité sur cette chaîne, démarrer cette série, et voici le premier épisode d'Histoire de femmes. Nous commençons aujourd'hui par une femme de science qui certes n'a pas fait de grandes études, mais qui parlait d'égal à égal avec des scientifiques brillants de son époque. Nous allons partir ensemble vers Lyme Regis, une petite ville du sud de l'Angleterre, avec une notoriété certaine pour les fossiles et les ammonites qu'on trouvait là-bas. Et c'est à cet endroit qu'en 1799 va venir au monde Mary Anning. Comme toutes les super-héroïnes, elle a besoin d'une origin story exceptionnelle, bien entendu. Il se trouve que lorsqu'elle avait 15 mois, la voisine, qui était sa nounou, est abritée sous un arbre avec elle dans les bras, car il y a un gros orage. Deux autres habitants de la ville sont abrités sous ce même arbre, parce qu'il pleut fort et que du coup on essaye de rester au sec. Malheureusement, la foudre va frapper l'arbre. Sur les 4 personnes qui sont donc sous cet arbre, 3 vont mourir, et le petit bébé de 15 mois, Mary Anning, s'en sortira absolument indemne. Son père est ébéniste, et même s'ils ne vivent pas dans une grande pauvreté, on va pas se le cacher, sur une fratrie de 10 enfants, il n'y en a que 2 qui atteindront l'âge adulte. Donc on n'est quand même pas au top. Papa est relativement débrouillard, et pour arrondir ses fins de mois, il va sur les falaises, ramasser justement tous ces petits fossiles qu'il va vendre au marché le week-end. Marie et son frère Joseph le suivront très rapidement pour essayer de donner un coup de main. Certes, Marie ne fera pas de grandes études, mais elle ira quand même à l'école et elle apprendra à lire et à écrire, ce qui est déjà plutôt correct. En 1810, malheureusement, son père va décéder de la tuberculose. Et pour gagner leur vie, pour essayer de faire vivre la famille, Joseph et Marie vont décider de se mettre à plein temps à la chasse aux fossiles. Il se trouve qu'en 1811, ils vont trouver ce qui d'abord leur semble être le crâne d'un crocodile, visiblement, mais un peu bizarre, avec de très grands yeux. Ils vont déterrer tout le squelette, et il se trouve que ce sera le premier squelette complet d'ichthyosaure qui a été découvert. Avant, on en avait déjà retrouvé des morceaux. Depuis 1699, on connaît cette espèce, parce qu'on en a retrouvé des bouts, mais on a été obligé d'extrapoler. Là, on a un squelette complet, ce qui permet de faire grandement avancer l'étude de cet animal. Le squelette de l'ichthyosaure sera vendu à un intermédiaire qui le revendra à un collectionneur londonien. Et le fait que ce collectionneur l'expose à Londres permet aux Anning d'avoir une petite réputation justement dans ce monde de collectionneurs. C'est ce qui leur permettra de rencontrer le lieutenant-colonel Thomas James Birch, qui va leur acheter pas mal de fossiles. Mais les temps sont durs et ils ne font pas de grosses découvertes pendant un certain temps, ce qui les met dans une position financière assez compliquée. Heureusement, Monsieur Birch est plutôt quelqu'un de sympathique, et il va récupérer tous les fossiles qu'il leur a achetés, organiser une grande vente dans le milieu des collectionneurs, et suivant les versions qu'on peut trouver, il va leur reverser soit la totalité, soit une partie de la somme. Toujours est-il
que les Hanning n'ont plus de problème. À tel point que Joseph va arrêter la chasse aux fossiles et va entamer un apprentissage de tapissier et va devenir tapissier. Donc la famille Hanning a un revenu stable et fixe. Mais Marie ne va quand même pas lâcher son business et son hobby, qui est d'aller chasser tous ces fossiles. En 1821, la chance sourit à nouveau à Marie, et elle va découvrir le squelette d'un plésiosaure. Et 6 ans plus tard, elle va découvrir un squelette complet de ptérodactyle, que l'acheteur rebaptisera Dimorphodon. Marie a certes reçu une éducation sommaire, mais elle a lu absolument tout ce qu'elle pouvait trouver sur la paléontologie et la géologie. Et à ce moment-là de sa vie, elle discute d'égal à égal avec les plus éminents représentants de ces sciences en Angleterre et d'ailleurs dans toute l'Europe, voire même aux États-Unis. En 1826, d'ailleurs, elle a assez d'argent pour ouvrir une petite boutique et des gens venus, des scientifiques principalement bien sûr, venus d'Europe et des États-Unis s'y pressent pour acheter des spécimens et pour échanger avec elle. En 1830, Henri de Labèche, qui est un scientifique mais aussi un ami de Marie, va dessiner une scène qui va reprendre en fait tous les animaux qu'elle a découverts. Cette scène va être imprimée en lithographie et vendue au profit exclusif de Marie Hanning. Bien entendu, à l'époque, on préférait ne pas trop donner de crédit pour les découvertes à une femme, et surtout une femme qui n'avait pas fait d'études. Mais elle jouissait d'une très bonne réputation dans le milieu scientifique, et en 1835, quand elle fait un investissement très moyen, puisqu'il lui fait perdre absolument toutes ses économies, eh bien, William Buckland, un ami et scientifique, arrive à convaincre la British Science Association et le gouvernement d'attribuer à Marie une rente, ce qui va lui permettre de sortir de ses ennuis financiers. Malheureusement, 1 an plus tard, Marie tombe malade et se voit diagnostiquer un cancer du sein. Mais la Société géologique anglaise, pourtant réfractaire à sa féminisation, va organiser une collecte pour payer ses frais médicaux quand même. Tristement, le 9 mars 47, Marie décédera de son cancer du sein à l'âge de 49 ans. Henri de Labèche, qui est à l'époque président de la Société géologique, va écrire son éloge funèbre et va la lire pendant une des réunions de la société, ce qui à l'époque était un honneur uniquement réservé aux hommes. Le naturaliste Louis Agassiz, qui avait beaucoup apprécié ses échanges avec Marie Hanning, va même nommer pour elle 2 sous-espèces, l'Acrodius hanningae et le Belenostomus hanningae. Et dernière petite marque de reconnaissance, le 21 mai 2014, Google a fait pour Marie un doodle pour fêter les 215 ans de sa naissance. Marie Hanning, qui partait pourtant sans aucun avantage, sans fortune et surtout sans éducation, a réussi à se hisser au niveau de certains des plus éminents savants de son époque en paléontologie et en géologie. C'est pour cela qu'il me semblait juste de remettre son nom à la place qu'il mérite et de saluer cette héroïne de la science qui s'est faite toute seule et qui a apporté beaucoup à notre compréhension du passé. Eh bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vais faire mon youtubeur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas surtout, si vous avez envie qu'on discute des sujets que j'évoque, à vous inscrire, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai dû recréer un Facebook et j'ai créé un Instagram. Donc maintenant, vous pouvez me suivre à la fois sur Facebook et sur Instagram. Je posterai des compléments. Nous pourrons avoir des discussions un peu plus approfondies et je vous donnerai d'autres arguments et d'autres petites news au sujet de tout ce que je traite. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite.